Bonjour Pisum, c'est Seppele et aujourd'hui je vais vous faire une réclame pour Oli. Ouais, par contre, Seppele... Fausse. Moins long que la dernière fois, d'accord? Mais bien sûr, la dernière fois c'était la première réclame que j'ai fait avec Oli, alors il fallait que j'explique tout bien. Donc je le redis, Oli c'est quelque chose que c'est très simple. C'était soft, sans sucre et lyophilisé. Le lyophilisement c'est le plus meilleur moyen qu'on a de conserver quelque chose. Et en plus comme ça, Oli ils ont pas besoin d'envoyer l'eau, alors tu peux avoir tes dizaines et tes dizaines de litres de Oli, mais que ça tient dans un colis et qu'il y a même pas besoin d'un 35 tonnes pour le livrement. Et puis le sans sucre c'est comme le avec sucre, sauf que c'est sans sucre, alors c'est beaucoup plus mieux pour la santé. Parce que Oli, je t'ai déjà expliqué, c'est pas fait pour remplacer l'eau que tu bois, c'est tes boissons pour quand t'as envie de boire un soda rempli de sucre. Et pas à la place, tu peux boire un Oli que comme ça y a ni le sucre ni la canette vide. Et si t'as besoin que je t'explique quand il faut boire du sucre et quand il faut boire de l'eau, c'est que t'es trop bête pour boire du Oli. Seppele! Et dans le Oli, il y a plein de goûts différents. Si t'es pas sûr de qu'est-ce que tu aimes, tu peux acheter des boîtes où il y en a plein dedans et puis tu goûtes. Ça fait un demi-litre de Oli. Donc dans une boîte comme ça, il y a 5 litres. Depuis que Oli ils ont envoyé les boîtes, moi j'ai tout goûté. Les goûts que j'ai préférés, c'est ceux où il y a la caféine, mais je bois pas plus qu'un par jour, sinon le chef il dit que je suis insupportable. T'es insupportable toute l'année, c'est pas la faute à Oli. Et on dirait que parce qu'il y a des animaux qui font peur dessus, que c'est des poissons ou que c'est fort, mais en fait même pas. Oui, c'est bien ce que je dis, toi il te faut de la camomille en intraveineuse. Mais stick souffle. Les Oli pour courir, ils sont bons même si tu cours pas, parce que c'est juste des boissons pour l'hydratement, et tu peux t'hydratifier aussi si tu cours pas, donc c'est pas grave. Et puis il y a des goûts rigolos comme poire ou noix de coco, où ce que ça sent bien le goût que c'est écrit. Il y a aussi la boîte avec les thés, sauf que ça sent toujours le thé. C'est toujours un thé différent qu'elle, et il y a des goûts de fruits avec, et si tu aimes bien le thé, tu peux goûter. Et si tu as trouvé un goût que tu aimes bien, tu peux acheter une boîte où ce que c'est comme les boîtes de lait pour bébé, et où ce que dedans il y a 50 doses, et que ça fait 25 litres de Oli. Et comme c'est bientôt Noël, si tu veux, il y a même les goûts de Noël. Il y a goût sapin, goût neige, goût cheminée. Seppele, arrête de raconter des conneries, tu veux? So Hortum, je te mets un lien dans la description et si tu utilises le code Astronogeek5, tu peux avoir 5 € de réduction sur ta première commande, même si tu commandes que 15 €. Et avec le code Astronogeek10, tu peux avoir 10% de réduction sur les commandes que tu fais ensuite, même si tu commandes pour 1 milliard d'euros. Seppele. Donc tu oublies pas, le lien il est dans la description. Hop là, la réclame elle est finite. Sus. Cette vidéo a été écrite par Philippe Besancenay. Salut, c'est Philippe. Je t'envoie ces cartes vidéo postales du futur, mais mon émetteur a été frappé par la foudre. Tu n'auras donc sans doute que le flux audio. J'ai fait une grande découverte. Les extraits existent, mais tu verrais leur... Allez, je te laisse avec les morues de l'espace. Je dois dénicher des bananes enrichies à l'uranium. Le docteur Leonard McCoy, médecin à bord de l'Enterprise NCC 1701, est connu pour ses compétences d'exobiologiste. Alors évidemment, quand on voyage dans l'espace profond au XXIIIe siècle, il est aisé d'étudier des formes de vie extraterrestres. Comment ça, Star Trek, c'est de la science-fiction? On verra qui a raison dans 2 ou 3 siècles. Quoi qu'il en soit, les exobiologistes existent bien, eux. À l'instar de la franco-américaine Nathalie Cabrol ou de l'illustre, mais trépassé, Carl Sagan. Récemment, la NASA a publié dans Nature un article faisant état de la découverte sur Mars de possibles traces indirectes d'une vie primitive il y a plusieurs milliards d'années. Mais en gros, c'est pas sûr, et si ça l'est, ça se limite quand même à des traces laissées par des micro-organismes. Pas des micro-organismes. Donc c'est très intéressant, mais c'est pas encore de la vie extraterrestre. En dehors de ça, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent pour le moment. Et comme partout ailleurs les aliens sont franchement discrets ces derniers temps, on pourrait imaginer que les exobiologistes se tournent les pouces. Eh ben non, parce que l'exobiologie étudie aussi et surtout les processus géochimiques et biochimiques qui conduisent à l'apparition de la vie. Ces scientifiques s'intéressent également aux formes de vie qui se développent dans des milieux extrêmes, à très haute ou très basse température, ou encore dans des milieux acides ou fortement radioactifs, ici sur notre planète.
Nathalie Cabrol a par exemple travaillé dans le cadre de la mission Mars 2020 pour trouver de nouvelles stratégies de détection de la vie sur la planète rouge. Parce que même si on sait que les canaux martiens n'ont pas été creusés par une main ou un tentacule, les récentes découvertes montrent qu'on cherche quand même probablement au bon endroit. Entre parenthèses, malgré les précautions prises dans la préparation de ces missions, il est vraisemblable que l'on trouve maintenant là-bas des bactéries terriennes. L'atterrisseur Phoenix de la NASA, lancé en 2007, a très certainement transporté 26 espèces de bactéries ultra résistantes et inconnues à l'époque. Oups. L'autre monde qui fait rêver les exobiologistes, c'est Europe, l'une des lunes de Jupiter. La deuxième plus proche après Io. Sous sa surface glacée se cachent peut-être des conditions favorables à la vie, tout comme sur Encelade, un satellite de Saturne. Le 14 octobre 2024, la NASA a lancé une sonde qui explorera Europe en 2030. Oui, ce voyage est long et il peut se passer plein de choses d'ici là. Heureusement, l'étude des secrets encore enfouis dans les entrailles de la Terre permet d'élaborer des hypothèses sur ce qui se cache sous la glace d'Europe. Ou alors pas du tout. Mais bon, faut bien s'occuper. Tournons-nous vers l'Antarctique et plus précisément vers la station russe Vostok. Nous sommes en 1993. C'est une certitude grâce aux données satellites, un lac se trouve sous la station. C'est même l'un des plus grands lacs d'eau douce au monde. Il fait la taille de la Corse, soit 250 par 50 km. Des sondages sismiques effectués en 1959 et 1964 par le géographe russe Andrei Kapitsa laissaient déjà entrevoir son existence. Mais faut dire qu'il est bien caché. On va y revenir. La base Vostok a été installée durant l'ère soviétique en 1957 à un endroit qui permet des forages profonds dans la glace. C'est le seul avantage. Il y fait hyper froid. C'est là qu'on a enregistré la température la plus froide sur Terre, moins 89,2 degrés Celsius, le 21 juillet 1983. La température moyenne annuelle est de moins 54,1 degrés. En comparaison, en France, la température moyenne annuelle est de 12,97 degrés. L'air y est hyper sec, la densité en oxygène est équivalente à celle qu'on retrouve à 5000 mètres, et le vent y est pire qu'en baie de Somme l'hiver ou sur Rurapente. La nuit polaire dure 3 mois. Il est impossible de travailler toute l'année dans cette station. Comme dans la baie de Somme. L'été, de décembre à février, offre la période la plus clémente, c'est-à-dire moins 30 degrés en moyenne. Fin février, avant qu'il ne soit plus possible de redécoller, les chercheurs rentrent chez eux. Autrement dit, il ne faut pas traîner. Le personnel de la station travaille par roulement, effectuant des forages 24 heures sur 24 pour en sortir des carottes de glace. C'est comme travailler sur une planète extraterrestre où personne n'est jamais allé auparavant, déclare en 2011 Valérie Loukine, directeur adjoint de l'Institut russe de recherche arctique et antarctique. Comme la baie de Somme ou Rurapente. Mais revenons à nos carottes. Leur étude permet d'étudier le climat des siècles passés, des périodes glaciaires et notamment la concentration en CO2. Plus on descend profondément, plus on remonte le temps. En 1989, une équipe de chercheurs de l'Union soviétique commence à forer mais reste entre 500 et 952 mètres. Le trou baptisé 3G atteint les 2002 mètres en 1984. Le 4G s'arrête à une profondeur finale de 2546 mètres en 1990 et enfin, il y a le trou 5G. En 1993, il passe les 2755 mètres, alors que le forage se poursuit. Puis, la base est temporairement fermée en 1994. Le 20 juin 1996, la découverte de ce lac est enfin publiée dans la revue scientifique Nature. Mais comment de l'eau peut-elle être liquide dans ce coin glacial? Les scientifiques imaginent qu'un petit apport de chaleur du sous-sol, la forte pression et l'isolation par des kilomètres de glace ont permis de créer un écosystème très différent de tout ce que l'on retrouve ailleurs sur Terre. La température de l'eau du lac avoisinerait les moins 3 degrés. Eau qui ne gèle pas en raison des fortes pressions exercées par le poids de la glace. La pression dans ce lac serait, selon une estimation, de 355 à 360 bars. Au niveau de la mer, la pression est normalement d'un bar.
La lumière y est totalement absente et l'on y trouve une grande quantité de gaz dissous, dont de l'oxygène. Le lac est également oligotrophe extrême, ce qui, pour simplifier, signifie qu'il n'y a rien ou presque à manger. On oublie les crevettes. Si ça ressemble pas à un milieu extraterrestre, ça. Certains scientifiques pensent que l'eau est présente depuis la formation du lac, environ 35 millions d'années. Aujourd'hui, les chercheurs estiment que cette eau se renouvelle tous les 13 300 ans par rapport géothermique du fond et la fonte de la glace sous haute pression. De l'eau gèle et est évacuée dans le déplacement de l'Inslandis, la grosse couche de glace qui recouvre l'Antarctique. Oui, l'Inslandis se déplace. Ces déplacements sont très faibles en son centre, à peine quelques dizaines de centimètres par an, mais ils sont de l'ordre de la centaine de mètres par an pour les grands glaciers au niveau de la côte. Mauvaise nouvelle, le réchauffement climatique lui donne un coup de pouce et fait donc monter le niveau des océans. On l'a dit, ce lac d'eau douce est grand, le 6e au classement mondial. Des sédiments tapisseraient le fond sur 70 mètres d'épaisseur. Sa profondeur moyenne est de 344 mètres avec des maximales à 1000 mètres. Et son volume est estimé à 5400 km3. Ça fait un sacré aquarium à crevettes. Une île a même été découverte en mai 2005. Mais pas de palmier dessus, c'est sûr. Toujours la même année, des scientifiques ont montré que le lac connaît des effets de marée. Selon la position du Soleil et de la Lune, la surface peut s'abaisser de 12 mm. Mais revenons en 1993 et au trou 5G qui atteint 2755 mètres. Creuser jusqu'à 3 km de profondeur n'est pas trop un souci. Ça a déjà été fait au Groenland et en Antarctique. Les Russes travaillent avec une foreuse mécanique traditionnelle et maintiennent le trou ouvert toute l'année en faisant circuler des fluides de forage sur toute sa longueur. Ce sont les mêmes techniques que pour forer le pétrole. Elles sont efficaces mais salissantes. Sous la pression de la communauté scientifique sur la recherche en Antarctique, le forage est stoppé à une profondeur de 3623 mètres en 1998. La communauté sans anneaux exprime son inquiétude sur la possible contamination des eaux du lac Vostok, vu les méthodes employées. En effet, les eaux du lac ne sont plus qu'à 130 mètres ou 188 mètres de la foreuse, avec dans le trou au-dessus 60 tonnes de fréon et de kérosène utilisés pour empêcher l'effondrement et le gel du forage. La carotte, la plus grande jamais produite à l'époque, mesure 3623 mètres. Sa partie la plus ancienne daterait de 420 000 ans. En décembre 1999, une étude est publiée dans la respectable revue Nature par une équipe pluridisciplinaire de scientifiques américains. Beaucoup appartiennent à l'US Geological Survey de Reston, en Virginie. Parmi eux se trouve le Dr Christopher McKay du centre de recherche Ames de la NASA. Ces chercheurs ont étudié de la glace prélevée à 3590 mètres sous la station Vostok. Cette glace d'accrétion provient du gel de l'eau du lac. Et dedans, les scientifiques découvrent des bactéries extrémophiles. Elles sont pas nombreuses, mais assez pour faire rêver les exobiologistes. L'étude de l'ADN des mitochondries des bactéries montre une faible diversité dans la population génétique. Ça veut dire qu'elles sont toutes plus ou moins pareilles. Pas d'échange avec l'extérieur. Bon, heureusement, la consanguinité n'est pas un problème chez les bactéries. D'un point de vue génétique, ces micro-organismes sont proches des alpha-proteobacteria, des bêta-proteobacteria et des actinomycètes. Oui, je sais, ça vous fait une belle jambe, c'était juste pour me la péter d'être capable de le prononcer. Bon, en vrai, rien de spécial à en dire, sinon que ce sont des bactéries qui aiment vivre dans le sol plutôt qu'à l'air libre. Mais l'extrapolation de ces données implique que le lac Vostok abriterait une population de bactéries malgré plusieurs millions d'années d'isolement. Ça reste toutefois une extrapolation. La présence de microbes dans l'habitat d'eau liquide du lac Vostok pourrait nous éclairer quant à la viabilité de la vie dans des environnements hostiles similaires au-delà de la Terre, comme dans l'océan gelé souterrain d'Europe, la lune de Jupiter, déclare le Dr Christopher McKay. Les mesures de la sonde spatiale Galileo suggèrent en effet qu'un océan souterrain pourrait exister sur Europe. Le lac Vostok est isolé des sources habituelles d'énergie atmosphérique, comme la photosynthèse, et ce depuis des millions d'années. La manière dont les bactéries obtiennent l'énergie nécessaire à leur survie est une question importante, fait aussi remarquer le spécialiste de la NASA. Le lac pourrait être analogue à la glace d'Europe ou à la surface de Mars, où les conditions sont similaires. Les scientifiques estiment que la glace est un environnement propice aux bactéries primitives. Celles-ci ont besoin de moins de nourriture, car il y fait froid, et leur métabolisme ralentit. Un peu comme celui d'un ours en hibernation.
Bien que l'épaisseur réelle de la glace sur Europe soit inconnue, les scientifiques pensent que les forces de marée pourraient former des fissures s'étendant jusqu'à la surface. Sous cette épaisse couche de glace, les conditions pourraient être comparables à celles du lac Vostok. Si une couche de glace similaire est présente sous la surface des océans glacés d'Europe, elle pourrait également abriter de la vie, espère le docteur Christopher McKay. Une autre hypothèse avance que les micro-organismes découverts ont pu être apportés par le vent il y a très longtemps et enfouis. Mais peu importe, parce que finalement, une équipe franco-russe estime que la glace analysée a été contaminée par le liquide de forage à base de kérosène. C'est vrai, hein, ce liquide, il n'est pas stérile. Le forage reprend en 2004 avec l'assurance des Russes d'utiliser de nouvelles méthodes sûres pour sonder le lac. Certains groupes écologistes restent sceptiques face à ces arguments. Forcément, puisque les chercheurs russes continuent d'utiliser le même trou de forage qui est déjà contaminé. La coalition antarctique et océan austral soutient que ce type de forage est une mesure profondément mal avisée, mettant en danger le lac Vostok et d'autres lacs sous-glaciaires de l'Antarctique. En effet, depuis 2006, certains scientifiques sont convaincus que ces autres lacs sont interconnectés avec le lac Vostok. La coalition a affirmé, je cite, qu'il serait de loin préférable de s'associer à d'autres pays pour pénétrer dans un lac plus petit et plus isolé avant de réexaminer si la pénétration du lac Vostok est écologiquement défendable. Mais les Russes persistent. En novembre 2010, les scientifiques soumettent leur projet pour échantillonner les eaux anciennes au comité de protection de l'environnement du traité sur l'Antarctique. Qu'ils valident. Au lieu de forer dans le lac, les scientifiques russes descendront jusqu'à ce qu'un capteur sur la foreuse détecte de l'eau libre. Cependant, les travaux de forage progressent de plus en plus difficilement. La température avoisine le point de fusion. Plus les foreurs se rapprochent du fond de la calotte polaire et plus les problèmes se multiplient. À partir de 3600 mètres, on trouve de l'eau du lac gelée pure, composée d'énormes monocristaux, ronds d'1 mètre ou plus de diamètre, et aussi durs que du verre. Et là, je fais une pause express pour vous dire que si vous êtes encore là, c'est que cette histoire vous branche. J'en ai plein d'autres en réserve, alors n'hésitez pas à vous abonner. Bref, en janvier 2011, alors que le forage atteint 3700 mètres, il reste encore 50 mètres à creuser. Les dernières semaines, les foreurs ne progressent plus que de 1,6 mètres par jour. Le forage s'arrête le 5 février 2011 à une profondeur de 3720 mètres pour que l'équipe puisse sortir de la glace avant le début de la saison hivernale. Ces arrêts saisonniers expliquent aussi que les années défilent. S'y ajoutent des blocages administratifs et financiers. Le forage reprend en janvier 2012. Il atteint enfin la surface supérieure du lac Vostok le dimanche 5 février 2012 à 22h25 par 3768 mètres de profondeur. Selon le chef d'expédition, le fluide de forage est expulsé sous la pression de l'eau du lac, laquelle serait remontée dans le puits sur environ 40 mètres, évitant toute contamination du lac lui-même. Mais l'hiver est déjà là. Faut tout arrêter. En octobre 2012, petite déception. Des analyses préliminaires ne décèlent aucune trace de vie sur l'échantillon de glace qui avait gelé sur le forêt durant la manœuvre à l'entrée du lac Vostok. Mais tant qu'il y a de la vie, et même s'il n'y en a pas, il y a de l'espoir. Les recherches se poursuivent donc. Le forage ne reprend qu'en janvier 2013. Le 10 janvier, une carotte d'eau du lac Vostok est obtenue. Elle provient de l'eau qui avait gelé en remontant dans le puits. Donc l'échantillon est sans doute contaminé par les produits utilisés. Pourtant, début mars 2013, le chercheur russe Sergueï Boulat annonce la probable découverte de bactéries. Il est sûr de lui. Pendant des années, il a créé une bibliothèque exhaustive des contaminants contenus dans le kérosène utilisé pour maintenir le trou de forage ouvert. Cette bibliothèque permet d'éliminer toute confusion avec une contamination. Mieux encore, l'ADN découvert ne ressemble qu'à 86% à celui de la bactérie la plus proche inventoriée. Or, quand ce coefficient de similitude est inférieur à 98%, on considère que les deux bactéries sont différentes. Sergueï Boulat aurait donc découvert non seulement de la vie, mais aussi une nouvelle espèce. Néanmoins, relativisons l'exploit. En effet, 90% des bactéries qui nous entourent nous sont inconnues, car on ne sait simplement pas les mettre en culture. En gros, elles meurent et on ne sait même pas qu'elles étaient là. Bref, les scientifiques du Petersburg Nuclear Physics Institute échouent à dresser un arbre phylogénétique du nouveau micro-organisme. Vous savez, cet arbre qui permet de déterminer le lien entre son évolution et celle d'autres espèces. La bactérie ne rentre dans aucun phylum connu. Sergueï Boulat précisera quand même que d'autres prélèvements sont nécessaires pour confirmer ou infirmer sa découverte.
Quelques mois plus tard, la mystérieuse bactérie refait parler d'elle. En réalité, ces résultats provenaient d'une contamination. Oui, vous aviez déjà deviné. Cette contamination a bien été causée par les opérations de forage. Adieu veaux, vaches, cochons de l'espace. Sauf que non, pas du tout. Des travaux publiés le 3 juillet 2013 dans la revue PLOS ONE changent la donne. On passe directement en mode science-fiction à vitesse de distorsion maximum. PLOS ONE est une revue scientifique éditée quotidiennement par la Public Library of Science et diffusée exclusivement en ligne. Elle couvre tous les domaines scientifiques. Dans son numéro du 3 juillet 2013, PLOS ONE, on dirait vraiment le nom d'une sonde spatiale, hein, PLOS ONE donc ouvre ses colonnes à l'équipe américaine du biologiste Yuri Starkman, Scott Rogers et leurs collègues de l'université d'État de Bowling Green. En analysant 4 échantillons d'eau gelée du lac à l'issue d'une carotte de glace baptisée Vostok G5, les biologistes américains découvrent l'existence de 3507 séquences d'ADN uniques. 3507 organismes différents. Selon les auteurs de cette découverte, 94% de ces fragments d'ADN appartiendraient à des bactéries et 6% à des eucaryotes, c'est-à-dire des organismes unicellulaires dont certains possèdent un noyau et des mitochondries. Plus de 100 séquences proviendraient d'eucaryotes multicellulaires. De la vie évoluée, quoi. En analysant l'ensemble des fragments d'ADN découverts à l'aide d'une base de données informatique, les biologistes américains réussissent à identifier 1623 organismes vivants, jusqu'au niveau du genre et même parfois de l'espèce. Et beaucoup appartiennent à des espèces extrémophiles. Bon, ça on s'en doutait, et je vous passe les détails. Mais les scientifiques identifient également des séquences d'ADN et d'ARN qui appartiendraient à de petites créatures marines comme des mollusques et des crustacés. Les chercheurs suspectent donc la présence de créatures plus grosses. Ils ont trouvé par exemple une bactérie qui vit en symbiose avec des vers annélides. Non, pas ce genre de symbiote. Une autre bactérie est associée à une larve de bivalve, une autre encore vit dans les intestins de certains poissons. Ces identifications sont quasi certaines. Elles oscillent entre 92 et 99% de correspondance. Ça laisse donc supposer la présence de poissons. Et cette supposition, évidemment, ne passe pas. D'autres chercheurs publient dans la revue Nature leurs gros doutes sur le fait que des poissons puissent survivre enfouis profondément sous la glace de l'Antarctique. Il y a des contaminations, tout est mélangé, c'est le bazar votre truc. Bon, je paraphrase, mais en gros c'est ça qu'ils disaient. Et là vous vous dites, les carottes sont cuites. Mais en 2020, les scientifiques Colby Goura et Scott Rogers étendent leur étude de la glace d'accrétion du lac Vostok ainsi que de la glace basale s'écoulant dans le lac. Pour mémoire, la glace basale se trouve sous la très épaisse glace de surface, plus de 3 km quand même, formée par les chutes de neige. La glace basale provient aussi des chutes de neige, mais elle est moins épaisse, de 128 mètres à peine, et elle est surtout perturbée par son contact avec le substrat rocheux tout au fond. Il y a enfin la glace d'accrétion formée par de l'eau du lac qui a regelé. Et son épaisseur est variable, celle-là elle est de l'ordre de 200 mètres d'épaisseur. Première surprise pour ces deux chercheurs, les organismes trouvés dans la glace basale sont presque totalement différents de ceux découverts dans la glace d'accrétion du lac. Il s'agit donc bien de deux écosystèmes parfaitement distincts. L'étude révèle à nouveau la présence de bactéries présentes dans les intestins de poissons et d'une séquence moléculaire proche d'une morue commune le long des côtes de l'Antarctique, qui produit des protéines antigel. Les prélèvements de glace proviennent d'une anse du lac. Un nombre croissant d'organismes est observé en progressant d'ouest en est jusqu'à environ 7 km dans l'anse. À cet endroit, le nombre de séquences uniques provenant d'organismes signalés dans le sol, les sédiments, la glace, les sources aquatiques, marines, animales et végétales atteint un pic. C'est manifestement la zone la plus active biologiquement. La moitié est de la baie rassemble vraisemblablement des sources d'énergie et de nutriments. Mais à ce stade, les chercheurs n'ont trouvé que de l'ADN ou de l'ARN, pas de vers ou de poissons frétillants. Les limites de ce qui est habitable et de ce qui ne l'est pas sont en train de changer, explique le docteur Scott Rogers. Nos résultats montrent vraiment la ténacité de la vie et comment des organismes peuvent survivre à des endroits où nous pensions, il y a une douzaine d'années, que rien ne pouvait survivre. Pour un exobiologiste, découvrir une petite bactérie sur Europe serait une avancée incroyable. Mais franchement, une morue, ça serait juste inimaginable. Alors, comment tant de vie pourrait-elle se retrouver dans ce lac ? En fait, comme des vacances en baie de Somme. On voit rien venir et paf, on reste coincé.
Les chercheurs imaginent qu'il y a 35 millions d'années, le lac Vostok était ouvert à l'atmosphère, entouré par un écosystème forestier, et à ce moment-là, le lac contenait probablement de nombreuses espèces. Jusqu'à il y a 15 millions d'années, des portions du lac n'étaient pas couvertes de glace. Du moins, pas tout le temps. Les changements de conditions météorologiques s'étant faits lentement, les chercheurs supposent que les organismes ont eu le temps de s'adapter alors que le lac passait d'un système terrestre à un système subglaciaire. Ouais, alors attendez, je vous vois venir, hein. Vous vous dites, moi aussi j'ai vu le film, de l'ADN de dinosaures dans de l'ambre, alors pourquoi pas de l'ADN de morue dans un glaçon? En mars 2022, une équipe de chercheurs russes publie une nouvelle étude à partir d'échantillons du forage 5G. Ils vont faire pousser des bactéries à partir de l'eau du lac, mais ça, bon, on en reparle après. Les Russes reviennent sur cette histoire de dinosaures américains, de morues, et ils notent que la découverte de toutes ces belles bêtes doit tenir compte du fait qu'une basse température, l'absence d'insolation solaire et de contact avec le reste du vivant mondial peuvent favoriser la conservation de l'ADN d'organismes disparus en fait depuis très longtemps. En gros, c'était peut-être trop gros pour être vrai. Quoi qu'il en soit, les cultures des chercheurs russes voient se développer tout un tas d'êtres unicellulaires. Tout le monde est d'accord là-dessus. Mais l'étude montre quelque chose de vraiment étrange. La communauté microbienne du lac Vostok devrait être trophiquement associée aux phototrophes. Bon, en clair, il existe des bactéries et des champignons qui boulottent des organismes qui, eux, tirent leur énergie de la lumière. Ou bien s'ils les mangent pas, ils vivent en symbiose avec. Et ça, c'est un gros problème. Cette hypothèse est en contradiction totale avec la théorie selon laquelle l'épaisse couche de glace absorbe entièrement la lumière solaire et empêche sa pénétration dans les eaux des lacs antarctiques. L'équipe russe suggère donc l'existence d'une source lumineuse non solaire, donc probablement bioluminescente, dans le lac Vostok, pour expliquer cette contradiction. Cette hypothèse ouvre de nouvelles perspectives sur la présence de formes de vie sur Europe. Et donc, quelle sera la prochaine étape ? Osera-t-on racler les sédiments du fond du lac au risque de contaminer tout cet écosystème ? La station de recherche Vostok est très vieille. Elle présente depuis plusieurs dizaines d'années des signes de dégradation. En 2019, le gouvernement russe a ordonné l'installation d'un nouveau complexe d'hivernage, financé en partie par le milliardaire russe Leonid Mikhelson. Ce complexe a été livré à Progress Station, une base à l'est de l'Antarctique, en décembre 2021. L'opération pour l'acheminer et l'installer a été particulièrement pénible dans ces conditions extrêmes. Il a fallu transporter plus de 6000 tonnes d'équipements dans des zones reculées et travailler à une altitude de près de 3500 mètres sous des températures de moins 60 degrés. C'était vraiment très chiant en fait, pas juste pénible. Si bien que ce complexe n'a été mis en service qu'en janvier 2025. Mais maintenant, les chercheurs ont une salle de cinéma. Toutefois, les gars ne sont pas là pour se faire un marathon du Seigneur des Anneaux sur grand écran. La nouvelle station Vostok, ou WAP-RUS 13, permettra la poursuite de l'étude du paléoclimat terrestre et de son mystérieux lac subglaciaire Vostok. Dès à présent, les scientifiques prévoient d'explorer des couches de glace datant de 1,5 million d'années et de développer des technologies pour étudier ce lac unique. On verra bien ce qu'ils trouveront. Si la question de l'exobiologie vous intéresse, je vous ai fait une playlist que je vous mets en écran de fin. On y parle de la possible vie sur Europe, des anciens océans asséchés de Mars, sans compter une série de 4 vidéos sur la possible présence de vie ailleurs dans l'univers et l'apparition de cette dernière ici sur Terre. Donc n'hésitez surtout pas à y jeter un œil. Et en attendant, levez les yeux au ciel, soyez astronogeek et à la revoyure. Alors pour commencer, je vous mets ici sur l'écran de fin la fameuse playlist. Mais en parallèle, je voudrais aussi vous dire ceci. Philippe est un ancien collègue du temps où je bossais au Républicain Lorrain. Si vous aimez son style d'écriture, c'est notamment lui qui a écrit la vidéo sur la Mandragore, sachez qu'il est auteur de romans de fantasy un peu à la Harry Potter. Et donc, quand il écrit, il finance son édition à compte d'auteur via Ulule. Je vous avais déjà partagé ses crowdfunding précédents, donc sachez que vous trouverez en description et en commentaire le lien vers le Ulule de son prochain livre, L'Écrivrien. Et il m'a donné un lien traqué en me disant que ceux qui prendront son livre via ce dernier auront droit à un cadeau spécial astronogeek.
Et donc l'écrivrien, ça parle d'amitié, de drogue, de magie, d'amour, de dépendance, de livres, de sorciers et de lobbyistes. Oui, les deux derniers vont bien ensemble.